Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition, un nouveau JT sur Monaco Info. Au sommaire de votre journal ce soir, du basket et cette décision historique de la LNB. Il n'y aura pas de champion cette saison. Comment cette nouvelle a été accueillie par la Roca Team, alors leader du championnat? Comment préparer la saison prochaine dans de telles conditions où un seul mot revient: incertitude. Pour en parler, nous serons avec le coach de la Roca Team, Sacha Obradovic. Malgré la crise qui a impacté le début d'année des acteurs économiques de la principauté, dont la SBM fait partie, le groupe monégasque vient d'annoncer de très bons résultats pour l'exercice 2019-2020 qui s'est achevé fin mars. C'est ce que nous expliquera Jean-Luc Biamonti, son président délégué. Musées, salles d'exposition et certaines activités artistiques reprendront mardi après 2 mois d'arrêt. Internet a été un grand soutien, mais le manque du contact réel avec le public est bel et bien présent. Comment la culture va se remettre de la crise? Comment renouer avec l'activité? Françoise Gamerdinger, directeur des affaires culturelles, sera avec nous. Mais avant cela, le point sur l'info en principauté avec Fabien Bonilla. Bonsoir Émilie, bonsoir à tous. Souvenez-vous, la semaine dernière, nous vous annoncions qu'un membre du personnel enseignant du lycée Albert Ier était positif au Covid-19. Tous les élèves entrés en contact avec cette personne ont été testés. On vient de l'apprendre, ils sont tous négatifs. 29 élèves ont subi le test PCR. Aucun d'entre eux n'a été infecté. Il faut dire que le risque était minime vu les précautions sanitaires déjà appliquées. Autre information, Fabien, l'implication de la principauté dans la lutte contre la malnutrition saluée. Oui, ça a été salué via un tweet, celui du Programme alimentaire mondial, le PAM. Il remercie la principauté pour son aide. Il faut savoir que face à la pandémie liée au Covid-19, Monaco s'est mobilisé et a apporté son soutien au Programme alimentaire mondial par une contribution de 300 000 €, contribution à destination du Burundi, de Madagascar, du Mali, de la Mauritanie, du Niger et du Sénégal. Je cite donc le tweet de remerciement. Grâce à la contribution d'urgence de Monaco, les personnes vulnérables recevront de la nourriture afin de protéger leurs moyens de subsistance. Merci le gouvernement de Monaco. Fin de citation. Il faut savoir que la malnutrition est la cause de près de la moitié des décès d'enfants de moins de 5 ans dans le monde. Plus de 3 millions d'enfants en meurent chaque année. La principauté en a fait une de ses priorités en termes de coopération internationale. Et retour en principauté avec une nouvelle distribution de masques pour les résidents monégasques. Oui, on peut appeler ça une deuxième vague de distribution. Un premier envoi avait été effectué en avril. Les résidents de la principauté reçoivent actuellement par voie postale un nouveau kit de 2 masques en tissu par personne. Ce sont là de nouveaux kits nécessaires puisqu'un masque en tissu a une durée de vie de 30 lavages, soit 1 mois s'il est utilisé quotidiennement. Cette deuxième distribution à la population monégasque a débuté cette semaine et devrait durer 5 jours. Et puis un rappel, loin de moi l'idée de faire la morale, mais regardez cette photo, une de mes collègues l'a prise pas plus tard que mercredi dans le quartier de la Condamine, et c'est un exemple parmi d'autres. Après les sacs plastiques, il ne faudrait pas que les masques deviennent un fléau. On a beau les semer sur le trottoir ou le bitume, même au printemps, ça ne pousse pas. Le message est passé, Fabien. La Fondation Princesse Charlène à présent poursuit son engagement dans la lutte contre l'épidémie du Covid-19. Absolument, la fondation de la Princesse Charlène vient de remettre 1000 masques au comité olympique monégasque. Vous le voyez sur cette photo, Gareth Wittstock, secrétaire général de la fondation, les remet officiellement à Yvette Lambin-Berty, la secrétaire générale du comité. 1000 masques de protection, #StrongTogether. Ils seront distribués aux sportifs des 26 fédérations que compte le comité olympique monégasque. Au total, ce sont près de 12 500 masques qui ont été offerts par la Fondation à la population monégasque, dans les institutions de la principauté ou encore diverses organisations. Et puisque l'on parlait d'Yvette Lambin-Berty il y a quelques instants, sachez qu'elle sera l'invitée de Yann Anthony Noguès dans son émission La Vigie, diffusée ce dimanche à 19 h. Merci Fabien. Le championnat de France de basket était arrêté depuis le 12 mars dernier. La décision est tombée hier en fin de journée. La Ligue nationale de basket a fait son choix. Pas de champion cette année, ni de montée ou de descente. Bref, une saison blanche. Pour rappel, la Roca Team était leader du championnat et qualifiée pour les quarts de finale de l'Eurocup. Les Monégasques ont été stoppés dans leur lancée. Pour en parler, nous sommes avec le coach de la Roca Team. Bonsoir Sacha Obradovic. Good evening. What was your reaction after the decision of the LNB? Everybody expected, this kind of decision, and I think, it's good, not to continue, no matter how much everybody
would like, like to play, to, compete, like on the court, like to win or lose the championship, but I think the circumstances are, like didn't allow us, like to finish and, really to have a best performance. My personal opinion is that, the decision, like the league made, like EuroLeague and Eurocup, like is maybe logical or normal. You were the leader of the championship. This season seems to be the season of Monaco. You never know with this, I think, till this moment or till the moment in February, we played, great basketball. I also, had like all the team, like, and the management, like the best expectations and the best, like supposed to come. And the season we played this moment, like could be materialized, by winning something. So it's not easy to say this, you can just guess, like there is no, let's say, a perfect, answer on what would really could happen in the future. You did also a fantastic season in Eurocup. Before I come, I said, I put, like on the table, on the backboard, like written, guys, we want to play EuroLeague. So, that was our goal. We don't lose, like too many games at home, in front of our fans. I think, we would definitely have a chance, like to beat, like, or to maybe to go to the semifinals. Then you never know, like then everything is open. You're already focused on the next season? My focus in the beginning, like I said, after, like some initial part thinking about resuming the season was, like to analyzing, like what we did, what was good, what was, like not so good, to correct this, correct my philosophy, correct me. But, like also recruiting all the other leagues, like, and I think, in these 2 months and whatever, time is, like we did a really, really big job, enormous job, like scouting, recruiting, like the other leagues, like, and getting ready for any kind of scenario, on a daily basis, every day, we had a meeting, with the coaches, so with the staff, like, and we were talking about, like how to, like handle this, like, situation, but more or less, like, like in any direction you go was very hard, like to predict what Yep. you can really expect. Is it time to rebuild your team? We should, let's say, have a clear picture, because it's still not, like really open, what is going to be. Different rumors, like Yep. rumors like, it's the second wave maybe will come, like how you will behave, how it's going to be, like if it's, like if somebody again get, infected, like, and those questions, like I affect, like the decisions even today. Talking about rebuilding the team, who will stay, who will leave, like actually it's really hard to answer. You are still in contact with your players? Yes, like, yes, like, some of them I see them, like, like from day to day, like, okay, Like the French one? Apart, like being a coach, like, I don't want them to think, like, to take me just as someone who is above, like, or giving the orders, like, they know me as a person, which is for me really important. I think, this is my quality, like I do have, like really good relationship, like off the court with all the players. Thank you very much, Sasha Obradovic. And we miss basketball. Hope to see you soon. I miss basketball too. Good to talk to you guys. All the best. Huh? Thank you very much. Monaco. À bientôt.
Et puisque nous parlons sport, un mot de football. L'AS Monaco a envoyé un recours auprès du CNOSF. Le club de la Principauté conteste l'allongement de la suspension de Gelson Martins jusqu'en novembre. Le Portugais s'était fait suspendre 6 mois pour avoir poussé l'arbitre, Michael Lesage, lors de la rencontre Nîmes-Monaco en février dernier. Sa suspension devait initialement se terminer début août, mais la décision du COMEX de la FFF en a voulu autrement. Une deuxième sanction, estime l'AS Monaco, qui a donc décidé de contre-attaquer. Affaire à suivre. Ludmila Rakona-Legoff nous le rappelait en interview en fin de semaine dernière. Différentes équipes, différentes entités rendent possible la campagne de dépistage au Covid-19 en Principauté. Une mobilisation précieuse sur 2 sites différents à laquelle participe FightAIDS Monaco. Nous rejoignons justement Vanessa Dessy à l'espace Léo Ferré. Et oui, le dépistage du Covid-19 se poursuit en Principauté. Nous l'avons vu, la force publique est venue prêter main forte. Et aujourd'hui, c'est au tour de l'association FightAIDS Monaco. Un beau message de solidarité aujourd'hui. Oui, nous sommes heureux d'être ici parce que lorsque le conseiller de gouvernement nous a proposé de faire ce dépistage, il nous est apparu normal de venir rejoindre la Croix-Rouge, un fidèle partenaire de notre cause. Et nous avons l'habitude de pratiquer le TROD, donc notre équipe de dépisteurs, nous sommes 8 personnes et nous venons quotidiennement renforcer l'équipe. Alors FightAIDS Monaco est connu, heureusement en Principauté, et les personnes font assez facilement le lien avec le Test in the City et donc ne sont pas surpris de nous retrouver à dépister ici. On le rappelle, l'association FightAIDS œuvre finalement depuis plus de 15 ans en faveur de la lutte contre le VIH. Merci Vanessa. La Société des Bains de Mer vient de tenir une conférence de presse pour annoncer les résultats consolidés du groupe pour l'exercice 2019-2020. Le président délégué de la Société des Bains de Mer, Jean-Luc Biamonti, nous présente les grandes lignes de cet exercice. Il est interrogé par Patricia Navarro. Jean-Luc Biamonti, bonsoir. Bonsoir. L'actualité immédiate, l'actualité chaude, ce sont ces résultats consolidés pour l'exercice 2019-2020 qui viennent d'être rendus publics. Cet exercice, il faut le préciser, a débuté le 1er avril 2019 pour s'achever le 30 mars 2020. Le mois de mars 2020 a coïncidé avec la période de début de confinement et cette crise du Covid-19. La plupart des acteurs économiques de la Principauté ont été impactés. La Société des Bains de Mer également. Au début du mois de mars, on avait dans nos livres en matière d'hôtellerie et de restauration le meilleur mois de mars de mémoire de personnel de la SBM. Et puis, évidemment, les 2 premières semaines, l'activité a ralenti et les 2 dernières, elle s'est arrêtée complètement. Alors, je crois que l'on estime à 15 millions les pertes pour la période de janvier à mars 2020. Mais il faut le signaler, le beau motif de satisfaction, c'est que sur cet exercice 2019-2020, le chiffre d'affaires est en hausse, Jean-Luc Biamonti. On estime la perte de chiffre d'affaires à 15 millions. C'est vraiment une estimation parce que dans notre métier des jeux, sur une période courte comme ça, il est assez difficile de faire des estimations vu qu'un gros joueur peut vous en gagner autant ou en perdre autant. Alors effectivement, l'exercice qui avait commencé le 1er avril et qui s'est terminé officiellement le 31 mars, mais de facto le 15 mars, est néanmoins très satisfaisant puisque nous enregistrons une augmentation du chiffre d'affaires de près de 18%. Et que l'ensemble de nos secteurs a progressé. Oui, pour être très précis, le chiffre d'affaires est estimé à 619 millions contre 526 millions précédemment. Les secteurs jeux ont progressé de 8%, le secteur hôtelier de 12% et le secteur immobilier de 85%, puisque c'était la première année où nous avions un effet année pleine d'un certain nombre de mises en route de nos magasins du One Monte Carlo, de nos résidences du One Monte Carlo, et donc ça se voit très rapidement dans les comptes. Plus 85%, forte croissance du secteur locatif. Effectivement, le One Monte Carlo, c'est la belle réussite de ces derniers mois. C'est effectivement une belle réussite. Et le développement immobilier du One Monte Carlo aussi est très bien loué. Il n'est pas loué dans sa totalité, mais on a à ce jour loué, on est en train d'en louer 2 de plus, donc, mais on a loué 27 appartements sur 36. Ça se présente très bien. Jean-Luc Biamonti, le secteur locatif en hausse, le secteur des jeux en hausse, le secteur hôtelier en hausse. Cette crise du Covid, elle a sapé un élan à la Société des Bains de Mer?
Oui, je crois qu'on était sur une très bonne trajectoire puisque on est passé de moins 14 à plus 2 à plus 26. C'était bien parti. Comment envisagez-vous les tout prochains mois ? L'activité de la société est très saisonnière. On a un premier semestre, donc du 1er avril au 30 septembre, qui est celui où on fait notre année. Et puis les 6 mois suivants, on essaye de ne pas perdre trop d'argent. Et donc là, malheureusement, sur les 6 premiers mois, les 3 premiers sont pratiquement faits sans chiffre d'affaires. Hein. Est-ce que vous avez déjà mis en place des stratégies innovantes, une offre peut-être plus attractive aussi pour la fin de l'année ? Avant de parler de la fin de l'année, on a donc perdu les 3 premiers mois de l'exercice. On va réouvrir progressivement en fonction des autorisations et des recommandations que nous donne le gouvernement princier. Pour votre information, on ouvre donc le Café de Paris le 2. On va essayer de passer l'été le mieux possible, c'est très important pour nous. C'est le volume, c'est les 2 mois de plus forte activité, juillet et août. Est-ce que vous avez déjà eu des signaux positifs, peut-être d'une clientèle fidèle qui est déjà prête d'ores et déjà à revenir très rapidement ? Oui et non. Oui, on a des signes très positifs avec des réservations pour les mois de juillet et août. L'inconvénient pour le moment, et les choses peuvent changer à tout moment, c'est que quand même notre business model repose sur un certain brassage de population et des gens qui arrivent de relativement loin. Oui, il y a toujours ce pour problème le moment, des transports il y a des internationaux. restrictions au déplacement, ce qui fait qu'il y a une partie de notre clientèle qui ne peut pas accéder à la principauté. Est-ce que cela vous a entraîné à revoir à la baisse votre politique d'investissement aussi, qui était importante ? Oui, c'est-à-dire que les 2 gros investissements qui étaient l'hôtel de Paris et le One Monte Carlo étaient achevés. Le gros était derrière nous. En revanche, sur tout ce qui était des investissements de moindre importance, comme des rénovations de chambres, on avait un certain nombre de petits projets, mais qui, mis ensemble, font beaucoup d'argent. Et là, on a effectivement revu ça de façon très précise. Et on a présenté au conseil d'administration une réduction de ce budget d'investissement de 30 millions qui a été approuvé par le conseil d'administration. Jean-Luc Biamonti, vous formez beaucoup d'espoir pour les tout prochains jours, les toutes prochaines semaines. Il y a cette place du casino rénovée qui va être inaugurée la semaine prochaine. Notre intention initiale était de la garder fermée jusqu'à ce jour, jusqu'au jour de la réouverture du Café de Paris. Et puis, vous avez vu qu'il s'était passé un événement en principauté le dimanche du Grand Prix, avec des voitures Très bel événement, qui faisaient du vroom vroom. Et donc, on a été obligé d'enlever l'ensemble des palissades pour pouvoir permettre le tournage de ce film, ce qui fait que une partie de la population a déjà vu la place ouverte, mais qu'officiellement, elle n'ouvrira que mardi 2 à 11h. Rendez-vous est pris, Jean-Luc Biamonti, mardi 2 à 11h pour l'inauguration de ce nouveau visage de la place du Casino. Et je vous remercie d'avoir pris le temps de répondre à cet entretien quelques heures seulement, on le précise, après la réunion du conseil d'administration de la SBM qui a validé donc ces résultats consolidés pour l'exercice 2019-2020. Merci. Je vous remercie. Elle devait avoir lieu au mois de mars, au moment même où la crise a éclaté. La Monaco Blue Initiative 2020 sera finalement virtuelle. Ses organisateurs ont tenu à la maintenir. Le prince Albert II a participé à son lancement depuis le musée océanographique. Écoutons Olivier Wenden, vice-président de la Fondation Prince Albert II de Monaco. Tout le monde nous a dit que ce serait vraiment dommage de ne pas capitaliser sur tout le travail qui avait été fourni au cours de la dernière année pour parler de ces thèmes majeurs de la protection de l'océan, rendus encore plus d'actualité avec cette pandémie. L'activité humaine, l'avenir de la biodiversité, l'avenir des océans, la place de l'homme dans la nature, la mise à l'arrêt de cette théorie très présente de l'opposition activité humaine et environnement. Donc, il y a eu unanimité pour se dire « faisons quelque chose, ne laissons pas passer encore 12 mois », a fortiori lorsque le calendrier international est complètement bousculé d'un point de vue environnemental. La COP26 est reportée d'1 an. Le congrès mondial de l'IUCN qui devait se tenir début juin à Marseille est reporté de plus de 6 mois. Donc il y allait avoir un certain retard en matière environnementale et on ne voulait pas laisser passer cette occasion.
Et 60 participants du monde entier ont répondu présent pour prendre part à ce premier atelier workshop de la Monaco Blue Initiative 2020 version digitale. Le monde culturel est l'un des secteurs les plus touchés par la crise. Arrêt complet des spectacles, des concerts, des pièces de théâtre. Pendant toute cette période, la direction des affaires culturelles est restée à l'écoute des différents acteurs du secteur et des artistes. Bonsoir Françoise Gamerdinger. Bonsoir. La crise du Covid a durement impacté la culture à Monaco. Comment la direction des affaires culturelles a-t-elle géré cette période si particulière ? Alors, il est vrai que ce Covid a impacté le paysage culturel très fortement, j'oserais même dire violemment. En revanche, la direction des affaires culturelles n'a pas eu à être seule pour gérer cette situation. Elle a été en contact permanent avec toutes les entités culturelles. Vous avez eu un soutien de l'État important, Françoise Gamerdinger ? Oui, je suis absolument ravie pour toutes les entités culturelles car à l'annonce des mesures budgétaires envisagées pour 2021, à savoir que tous les budgets artistiques ne seraient nullement impactés, ça a vraiment mis du baume au cœur à chacun d'entre nous. Comment vous envisagez la suite maintenant, Françoise Gamerdinger ? Actuellement, nous avons tous les conseils d'administration présidés par Son Altesse Royale la Princesse de Hanovre et nous envisageons plusieurs solutions et plusieurs organisations pour pouvoir donner une relance à toutes les manifestations, bien évidemment en étant toujours très prudent sanitairement. Le gouvernement princier a autorisé les musées à ouvrir dès la semaine prochaine, donc dès le 2, nous avons déjà cette petite fenêtre culturelle. Ensuite, la direction des affaires culturelles a proposé à chaque entité culturelle de la principauté de renouer également avec le public à l'occasion du 50e anniversaire du Festival de théâtre du Fort Antoine. Nous aurons ainsi un spectacle avec les ballets de Monte-Carlo, avec l'Institut audiovisuel, avec l'Orchestre philharmonique, avec le Théâtre Princesse Grace, avec l'opéra, et également les rencontres philosophiques, et bien sûr avec une jauge particulière pour le public. C'est la musique, l'Orchestre philharmonique, les ballets qui sont vraiment de retour, mais dans un lieu vraiment... Alors, un lieu de plein air qui nous permet d'accueillir le public de manière, je dirais, plus rapidement qu'au mois de septembre dans les espaces confinés. On reste très très prudent, aussi bien pour les acteurs culturels que pour le public, mais on veut absolument, et tout le monde a cette, je dirais, cette rage de vouloir reprendre et de dire on est encore là, parce qu'il est vrai que le virtuel nous a beaucoup aidés pendant cette période de confinement, mais l'artiste a besoin de se produire, d'avoir le regard du public, et je dis le regard parce que nous serons tous masqués dans l'Assemblée. À quand la reprise dans les salles de spectacle ? Il est envisagé de réouvrir les salles de spectacle à la rentrée. Alors bien évidemment, nous avons le souci de la jauge. On espère fortement que ce virus nous ait oubliés. On va commencer, et d'ailleurs on commencera, puisqu'il est envisagé d'organiser 2 concerts d'été au Palais Princier au mois d'août, donc de les maintenir. Et en revanche, le directeur artistique de l'Orchestre philharmonique a changé le programme pour pouvoir adapter aux instruments qui sont les moins diffuseurs. Oui, c'est un aspect qu'on ne pense pas forcément, c'est vraiment un casse-tête en fait. C'est un casse-tête permanent qui nous demande une énergie considérable, et c'est là qu'on voit toute l'énergie et toute la volonté du monde culturel de vouloir renouer, parce qu'au-delà de la création, au-delà de la performance, il faut vraiment suivre toutes les mesures sanitaires. La saison du Théâtre Princesse Grace était finie avant le confinement. Comment on prépare une nouvelle saison ? Est-ce que c'est compliqué ou au contraire, il y a une multitude de choix ? La saison du Théâtre Princesse Grace n'était pas finie, on a dû annuler des spectacles, puisque tous les spectacles de mars, avril, mai ont été annulés. En revanche, juste avant le confinement, j'avais terminé
la programmation 2021. Si tout va bien, bien sûr, On croise même les avec doigts. une jauge réduite, on croise les doigts, mais avec une jauge réduite, on réouvrira au Théâtre Princesse Grace et on accueillera notre public. Quand cette saison va être présentée? Écoutez, je pense dès le mois de juillet, et peut-être qu'on prendra l'occasion d'être au Fort Antoine et de pouvoir inviter les journalistes afin de dévoiler notre saison. Françoise Gammerdinger, merci d'avoir été avec nous pour nous parler de tout cet Merci à essor vous. culturel en principauté après cette crise du Covid. Et je donne rendez-vous à tout le monde du 7 juin au 7 juillet pour les invités du Fort Antoine et du 15 août au 7 septembre pour le grand anniversaire du Fort Antoine. Merci. Et justement, il est question de culture et notamment de la réouverture des musées dans le point info pratique avec vous, Fabien. Le 2 juin précisément, dans le cadre de la phase 3 de la levée du confinement, des musées rouverts mais dans certaines conditions. Les visiteurs devront porter un masque, il y aura des marquages au sol, bien sûr la disposition de gel hydroalcoolique, il y aura un sens de circulation, les salles seront désinfectées régulièrement. Et puis un élément important, pensez lorsque c'est faisable de prendre vos billets, vos tickets en ligne, ça évite la queue, les contacts et l'échange de monnaie. Les musées sont concernés par cette réouverture mais également les restaurants, Fabien. Oui, c'est attendu par pas mal de personnes. C'est bien de se faire des petits plats, mais c'est bien quand on nous les fait aussi. Même chose, le 2 juin, les restaurants pourront rouvrir à la clientèle, sous conditions également. L'accueil des clients se fera uniquement sur réservation. Le personnel en salle portera un masque, les clients aussi tant qu'ils ne seront pas à table. En cuisine, c'est un masque chirurgical changé toutes les 3-4 heures. À table, ce sera 6 personnes maximum. Les tables seront séparées d'1,50 m l'une de l'autre. On privilégiera le placement en terrasse et plus de buffet ou de self-service, plus de consommation au comptoir ou au bar non plus. Autre info pratique, la sortie de nouveaux timbres à Monaco. Oui, le premier d'une valeur de 2,80 € à l'occasion du 250e anniversaire de la naissance de Ludwig van Beethoven. Le tirage sera de 40 000 timbres-poste. Et le deuxième timbre, ou plus exactement un bloc de 3 timbres d'une valeur de 1,16 €, 1,40 € et 1,90 €, appelé le Corail, est édité à l'occasion de l'exposition temporaire Immersion du musée océanographique. Ce bloc sera tiré à 35 000 exemplaires. Tous ces timbres seront en vente à partir du 11 juin. Et enfin, Fabien, quel temps va-t-il faire vendredi ? Eh bien, ce sera un temps entre nuages et soleil le matin. Ça se couvre davantage en début d'après-midi avec des averses. Il devrait donc pleuvoir. Il fera de 15 à 18 degrés et la température de l'eau est à 20 degrés. Le soleil se lèvera à 5h52 pour se coucher à 21h03. Et ce vendredi, nous fêterons les Saints et Mars. Merci Fabien et merci à vous de nous être fidèles chaque soir sur Monaco Info. N'oubliez pas de nous alimenter en témoignages, en informations, en photos et en vidéos en rejoignant le réseau Malizia. On se quitte avec les photos de Manuel Vitali qui vous emmène dans les coulisses d'un tournage avec la Roca Team. À demain sur Monaco Info.